bonsoir à tous. Au niveau des procurations, donc Valérie Sanadji m'a donné procuration et Valérie Boisgard a donné procuration à Françoise Barousse. Il n'y en a pas d'autres? Non. Le premier point, approbation du procès verbal. D'abord, je tiens à vous dire, il y aura des documents à signer, que Isabelle va vous faire signer, donc sûrement en fin de conseil, donc ne partez pas. L'approbation du procès verbal du conseil municipal du 25 janvier. Est-ce qu'il y a des remarques? Moi, j'ai juste une question. En fait, dans les comptes rendus, dans les procès verbaux, on ne voit pas apparaître, quand on parle de côté lu, à la fin, souvent quand Valérie ou moi ou n'importe qui intervient, pourquoi ça n'apparaît pas Parce dans que le compte c'est une rendu? information, et c'est pas l'ordre du jour. Donc on le met. D'accord. Ok. Bonsoir. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, j'étais pas là. Merci. Ok, le rapport numéro 2, c'est sur le régime indemnitaire. Donc ça va, ce que je vais demander de voter, ça annule et remplace la délibération 85-2021 en date du 6 décembre 2021 relative au RIP7. Les modifications, ça concerne les modifications des conditions d'attribution du complément indemnitaire annuel appelé le CIA. La préfecture donc, a fait des observations pour l'absence d'attribution du CIA pour les contractuels de courte durée, ainsi alors que la partie IFSE leur était versée. Donc je vous propose de procéder à l'annulation de la délibération qui avait été prise le 6 décembre et de la remplacer en tenant compte des instructions de la préfecture ainsi que des arrêtés modifiant les montants alloués aux techniciens et ingénieurs comme suit. Alors vous avez sur 2-3 pages, donc vous avez tout le détail, hein. C'est juste pour que les contractuels, la modification, aient droit au CIA comme les titulaires. Le régime indemnitaire, donc je vous rappelle, se compose d'une part obligatoire, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise liée aux fonctions, et d'une part le CIA. Donc il y a l'IFSE et le CIA dans le régime indemnitaire. Voilà, donc en espérant que c'est la dernière fois qu'il passe. Est-ce qu'il y a des questions sur cette modification? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 3, c'est la modification du tableau des effectifs. Donc il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services afin de nommer les agents proposés à l'avancement de grade 2022, les postes permanents à temps complet numéro 39, affectés aux services techniques, doivent être modifiés comme suit. Ouverts initialement dans le grade d'adjoint technique principal deuxième classe, les postes 38 et 39 seront ouverts dans les grades adjoint technique principal deuxième classe et adjoint technique principal première classe. Il s'agit de postes permanents à temps complet. Donc je vous demande de m'autoriser à modifier le tableau des effectifs et à procéder à la nomination sur cet emploi. Bien sûr, on ne parle que de postes, on ne nomme pas les personnes. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 4, Conseil municipal des jeunes, il vous est présenté par Valérie Grange. Alors, considérant l'intérêt de mobiliser les enfants comme acteurs de la vie citoyenne, la commune de Cadenet propose la mise en place d'un conseil municipal des jeunes et d'un conseil municipal des enfants. Donc il est fondamental que l'apprentissage de la démocratie commence au plus tôt dans l'existence de l'individu. Donc c'est comme un conseil municipal d'adultes, les jeunes devront donc réfléchir, décider, puis exécuter et mener à bien des actions dans l'intérêt de toute la population
deviennent ainsi des acteurs à part entière de la vie de la commune. Ils vont se familiariser avec les processus démocratiques comme le vote, le débat contradictoire, les élections. Voilà. Donc la création du Conseil municipal des jeunes et des enfants s'inscrit dans une dynamique citoyenne où la participation des jeunes à la vie démocratique prend toute sa mesure. Donc on va leur proposer donc des projets destinés à améliorer la vie de tous, et notamment la leur. Ça va être une expérience enrichissante pour le travail en équipe, la prise de parole en public, le débat collectif et le rapport aux autres. Donc le CME sera composé d'enfants de 8 à 12 ans et le CMJ d'enfants âgés de 12 ans et plus. Et cela pour une durée de 2 ans renouvelable. Donc les objectifs, c'est les objectifs généraux. Permettre de comprendre le fonctionnement d'une collectivité, permettre de participer à la vie démocratique du village, de participer aux décisions, aux débats et aux projets de la commune, et de permettre aussi la réalisation des projets tout en prenant en compte la parole des enfants. Donc, il est prévu d'organiser une séance du Conseil municipal des enfants et des jeunes à chaque période scolaire. Une charte sera donc établie afin d'en déterminer le fonctionnement. Il est demandé aux membres du Conseil municipal d'approuver la création des conseils des enfants et des jeunes et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette mise en œuvre. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas. C'est pas vraiment une question, c'est juste un complément. On leur propose aussi de donner leur avis sur certains projets. On a notamment proposé leur avis sur le plan de déplacement, parce qu'ils sont pleinement concernés dessus. Donc, des projets qu'on vote nous, on leur demande leur avis. Voilà, leur avis. Tout à fait. Ok. On se demandait si est-ce qu'ils auront un budget qui leur sera alloué pour développer un projet qui leur appartient. Alors, on a mis un budget pour le Conseil municipal des jeunes pour développer leurs actions. Okay. Bien évidemment, il y aura un budget que vous verrez le 11 avril dans le budget primitif. Et ensuite, je me demandais s'ils allaient participer justement à l'écriture de la charte qu'on a évoquée là. Oui. Oui. Merci. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstiennent? Merci. Le rapport numéro 5, convention d'objectifs de financement avec la CAF. La commune a signé une convention d'objectifs de financement EAJE, établissement d'accueil du jeune enfant, atelier passerelle pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022. Les modalités de versement de la subvention dite prestation de services publics, PSU, sont modifiées. Initialement, la commune percevait un premier acompte de 70% de la PSU. La convention ci-jointe modifie le premier acompte, à savoir 40% de la convention qui a été jointe à l'ordre du jour. Donc je vous demande d'accepter les termes de la convention et de m'autoriser à signer, ainsi que tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre, à cette convention. Il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport 6 concerne la convention de mutualisation Petite Ville de demain. Côté libre, les communes de Cadenet, Mirabeau et La Tour-d'Aigle ont été sélectionnées pour adhérer au programme Petite Ville de demain. Par délibération 58-2021 du 7 juin 2021, Cadenet a adhéré au programme et approuvé une convention avec l'État, laquelle a été signée le 22 juin 2021. Cette convention prévoit l'intervention d'un chef de projet Petite Ville de demain qui sera chargé d'assurer la mise en place des relations partenariales entre les parties, collectivités territoriales et l'État, et de suivre le projet. La participation financière de chaque partie, c'est-à-dire Côté-Luc, Cadenet, Mirabeau et La Tour-d'Aigle, 25% chacun. La convention a été jointe également
Est-ce que vous avez des questions? La première, c'est, on a voté la même chose à côté du coup, je me demandais si on savait où on s'en était sur le recrutement du chargé de mission. Ça y est, elle est recrutée. D'accord. Donc il y a eu la DGS, donc les DGS se sont déjà réunis dans un premier temps pour faire une sélection, et après donc avec Robert et Jean-François, j'ai assisté donc au jury des 2 personnes qui restaient, un monsieur et une dame. Nous avons pris la dame. D'accord. Voilà. Et elle a commencé mardi. Bon, super, du coup ça va avancer. Et du coup, on se demandait aussi quel projet concernant Cadenet allait être fléché par ce programme. Alors là, on a beaucoup de choses en petite ville de demain, Ouais. hein, notamment l'aménagement du château, le plan de déplacement. Hein. La première partie de la mission du chef de projet, c'est de mettre en place l'ORT, c'est-à-dire l'organisation territoriale. Donc ça, c'est parce qu'on n'a que 18 mois, on n'a même plus 18 mois pour le mettre en place. Et après, effectivement, elle va nous aider, chaque collectivité, à mettre en place les demandes de subventions, les études, s'il y a toute une partie études d'abord, et après les travaux. Et on a eu une première réunion cette semaine, et elle va venir sur Cadenet pour le faire le point sur les. Et après, sur tous les projets qui pourront rentrer dans ce plan de relance avec l'utilité de demain, eh bien, on demandera des subventions pour Cadenet. D'accord. Et pareil au niveau de l'Interco. Oui. Et ma dernière question, c'était un groupe de travail qui était prévu peut-être pour suivre un petit peu ce programme Petite Ville de demain. On l'avait évoqué, il me semble, à côté de lui, ou pas. Oui, Est-ce si que vous ça voulez, va... on avait pris sur côté lu, on pourra faire un sur Cadenet si vous souhaitez qu'on fasse un groupe de travail. Voilà. Moi, je pensais que tous les projets qui avancent et qui sortent, je pensais, si ça rentre dans le cadre, bien sûr, Des commissions. Voilà, des petites villes de demain, les maires, voilà, ils nous vivaient. Donc tous les projets qui seront tous vus les dans projets, les voilà. commissions, Donc, en fait. voilà. D'accord. Je ne sais pas si, ça ne me dérange pas, mais de créer spécifiquement un groupe de travail pour petites villes de demain, maintenant, ça ne me gêne pas. Oui, dans la première convention qui avait été faite, on avait listé tous les points qu'on voulait y mettre, tous les projets municipaux. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 7. Convention avec le centre social de l'Aiguille de la Tour d'Aigle, afin de renforcer la présence des services publics de proximité des espaces France Service ont ouvert sur le territoire français. Dans le cadre des activités de la maison du citoyen, la commune souhaite apporter à nos concitoyens un appui ou un accompagnement dans le cadre de certaines démarches administratives difficilement accessibles géographiquement. Donc je vous propose de signer une convention avec le centre social de l'Aiguille de la Tour d'Aigle qui vient d'obtenir la labellisation France Service et qui sera présent un peu dans pas mal de villages, notamment de côté Lube, et qui se propose de tenir donc des permanences à Cadenet. Ces permanences permettront d'assurer un lieu de ressources et d'animation sur la commune. Voilà, donc là aussi le projet de convention a dû être joué, je crois, à l'ordre du jour. Et la permanence, pour commencer, se tiendra une demi-journée par semaine. Donc je vous demande d'approuver les termes de la convention et de m'autoriser à signer cette dernière et tous les documents afférents. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. La mise en lien avec le CCAS. Le CCAS informera de France Service. Oui, bien sûr. Comment ça va se passer? Tout à fait, oui. Le CCAS et l'accueil de la mairie. Les deux. Ouais, ouais. Et donc au départ, ce ne sera pas sur rendez-vous. Au départ, ce ne sera pas sur rendez-vous. Ça risque d'être une permanence d'une demi-journée, donc on informera la population, mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas sur rendez-vous. Au départ. Ah ben, Voilà. je pense qu'il va falloir rapidement, enfin ils verront à l'usage, non seulement mettre des rendez-vous, et en plus, à mon avis, quand les gens vont savoir, une demi-journée, ça risque de rapidement... Ah, après, oui, là c'est pour commencer, Ouais. parce que Ah oui, c'est oui, bien sûr. dans plusieurs villages. Ouais. Et donc, Mais ça Parce que si dépend on voit largement. celui de Pertuis, ils sont débordés là. Oui. L'espace France Service qui a ouvert il y a quelques mois, enfin en début d'année, Ça fait une bonne ils idée. sont oui. débordés. Mais là pour l'instant, je pense que Pertuis, bon, il y a Oui, aussi c'est une autre plusieurs mesure. villages aussi.
voilà. Alors que là, on va avoir à la Bastille des Jourdains, à la Tourdaigue, à Mirabeau, dans divers villages, il va y avoir une permanence. Oui. Donc après, on verra, oui, je pense qu'il faudra prendre des rendez-vous, il faudra des rendez-vous, il n'y a pas de souci. Oui, parce que selon les dossiers. On allongera une journée, 3 demi-journées, on Ouais, verra. il y a beaucoup de... Et est-ce qu'on pourrait mettre un article aussi dans la presse? Oui, Dans le tambour. dès qu'il sera en place, et dans la presse, et sur la page Facebook et sur le site internet. D'autres questions, non? Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport 8 concerne la réalisation de prestations. Alors, j'en ai déjà parlé, mais elle n'avait jamais abouti. Donc finalement, enfin, le juriste de Cotélu, on est arrivé à son terme. Donc de la prestation de services de collecte de petits encombrants. Donc par dérogation au principe d'exclusivité, il est ainsi possible de confier une part d'une compétence intercommunale à nos communes membres. À l'espèce, il s'agit de confier uniquement la collecte des petits encombrants à la commune. La convention est conclue pour 3 ans. Les rendez-vous seront pris en mairie avec une collecte une fois par semaine. La collecte n'a lieu qu'en centre-ville. La commune facturera à Cotélu le coût de cette prestation sur les dépenses réelles en fonction du coût salarié, du coût des véhicules et des carburants. Donc là aussi, vous avez une convention qui a été jointe concernant cette prestation de services de collecte de petits encombrants. Des questions? Oui. Oui, parce qu'au départ, je me souviens quand on m'avait parlé de ça, c'est Robert à côté de lui qui avait commencé à mettre ça avec sa commune en place. Et la Bastidonne. Et la Bastidonne, voilà. Mais je ne me souviens pas qu'on ait parlé de rendez-vous, et du coup, je m'interroge sur l'utilité des rendez-vous et comment. Parce qu'au départ, quand Robert en avait parlé, c'était des agents qui faisaient le tour du village et qui ramassaient ce qu'ils trouvaient. Et ça sera fait aussi. Si devant, par exemple, des conteneurs, ils voient du petit matériel, même ils le font actuellement. Donc ils le feront. Mais s'il y a des gens qui veulent qu'on vienne chercher devant chez eux du petit matériel, les services techniques le feront et on facturera à côté lui. D'accord. Et voilà. ma deuxième question, c'était pourquoi que le centre-ville? Alors là, c'est une question, je pense, d'organisation pour l'instant. Parce que de le faire en centre-ville et en campagne, pour l'instant, ça paraît un peu difficile au niveau des services techniques, au niveau de l'agenda. Donc on essaiera peut-être de le faire après également en périphérie. Autre question? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je passe le micro pour le rapport 9 à Valérie Grange. Alors, convention pour la réalisation de prestations de services avec Cotélu. Depuis le transfert de compétences de la jeunesse et de la petite enfance, la commune assure la prestation de nettoyage des prestations d'intervenants sur le kiosque et le lait. Cotélu donc a délégué la gestion de la jeunesse à la SPL. Donc une nouvelle convention doit être réalisée pour réactualiser les prestations réalisées par la commune pour le compte de Cotélu. La convention donc prendra effet au 1er avril 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025. Donc il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire à effectuer toutes les démarches à signer les documents nécessaires à sa mise en œuvre. C'est juste une réactualisation. Oui, c'est une réactualisation. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport 10, c'est la convention d'adhésion à un groupement de commandes avec Cotélu. Donc, Cotélu nous propose à toutes les communes membres d'adhérer à un groupement concernant l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation du marché d'assurance, les assurances, le type de garantie des communes et le logiciel de rédaction de gestion des marchés publics. Il est entendu que chaque membre du groupement n'est pas tenu de participer à l'ensemble des marchés. Cotélu sera le coordonnateur de ce groupement et assurera l'essentiel des missions de passation des marchés, de la définition du besoin à la notification des marchés. Cotélu prendra à charge les frais de publication des marchés. Et là aussi, vous avez une convention qui a été jointe. Donc c'est pour mutualiser, regrouper certains marchés.
c'est pas vraiment une question, c'est juste une remarque dans la convention, mais je montrerai à Isabelle tout à l'heure, il y a juste il y a une phrase qui n'est pas correcte, il manque un mot, il y a un mot en trop, enfin, mais c'est un détail. D'accord. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Et pour le rapport 11, je repasse la parole à Valérie Grange, je vais porter le micro. Donc là, c'est convention tripartie pour l'utilisation du kiosque par la SPL. Donc là, comme tout à l'heure, la compétence jeunesse est exercée par Côte-Lube pour le bâtiment dénommé le kiosque. Donc ce bâtiment est utilisé pour une partie par le club jeune et pour l'autre par la commune de Cadenet. Donc le ménage est réalisé par les agents d'entretien municipaux et la mairie achète les produits d'entretien. Donc une convention de prestation doit être rédigée entre la commune et la SPL afin de fixer les modalités de règlement des prestations réalisées et fluides consommés. Donc il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver les termes de la convention et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches et à signer les documents nécessaires à sa mise en œuvre. Est-ce qu'il y a des questions? Bien sûr. Est-ce que le foyer est encore loué? Le foyer laïque. Le foyer laïque, Oui, pour les associations et tout ça. bien sûr. Oui, d'accord. Oui. C'était juste ça. Et c'est vrai que bon, les associations préfèrent le foyer rural pour se garer, pour beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Merci. Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que dans la pochette qu'on vous a remis au conseil, là, il y avait des modifications au rapport 13. La durée de mise à disposition, vous verrez, Marc vous en parlera tout à l'heure, sera 5 ans et un coût de 50 € annuels par rapport à ce qu'il y a sur notre note de synthèse au rapport 13. Il est marqué de 5 à 10 ans. Non, c'est pas 5 à 10 ans, c'est 5 ans et c'est 50 €. Mais par contre, au rapport 12, ça ne vous a pas été spécifié, mais également la durée de la mise à disposition, il faut lire 5 ans et pas 5 ans à 10 ans. Et autre modification, si vous tournez la page de votre feuille, il y a l'opération est estimée à 66 288, et c'est du TTC et non du hors-taxe. Et là, c'est Émilie qui vous en parlera mieux. Donc je poursuis l'ordre du jour avec la convention de terrain, l'association Terre Abeille, Marc Duval. Alors l'association Terre Abeille nous a sollicité pour la location d'un terrain. L'association Terre Abeille, c'est une association de Cadenet qui a démarré en 2019 et qui fait de l'animation autour de l'apiculture de loisirs. Donc elle propose des formations théoriques en salle et des formations pratiques sur le terrain. Pour faire ces formations, elle a besoin d'un rocher école et c'est l'objet de la demande du terrain. Donc d'installer un rocher école et des cultures de plantes mellifères, des plantes pérennes ou des plantes annuelles, de façon à avoir une apiculture douce et respectueuse de l'environnement. Donc, nous avons proposé la location à travers un bail, dont vous avez un exemplaire en annexe, donc pour une durée de 5 ans avec un coût de 100 € annuel. C'est un terrain qui représente 10 585 m² qui est situé sur l'ancienne décharge de Chanlot. Donc vous avez le bail, donc il s'agit d'un bail civil. Donc il vous est demandé de prononcer favorablement sur la mise à disposition de ce terrain communal et d'autoriser Monsieur le maire à signer le bail avec l'association Terre Abeille. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et je repasse la parole à Marc pour le rapport 13. Donc même chose pour le club cynophile du château, c'est l'association de femmes viageantes qui existe depuis longtemps et qui va reprendre son activité sur le site qu'elle utilisait jusqu'à présent. Donc là, on a également un bail, donc vous avez un exemplaire en annexe, pour une durée de 5 ans et un coût de donc 50 €, comme vient de l'expliquer Jean-Marc. Donc il vous est demandé de vous prononcer favorablement sur la mise à disposition de ce terrain communal et d'autoriser Monsieur le maire à signer le bail avec la
clé du château. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je repasse la parole à Marc pour les tarifs de terrain aux associations, rapport 14. Alors, plusieurs terrains communaux en zone agricole sont mis à disposition des associations. Donc, monsieur le maire propose de fixer les tarifs de location en fonction de la superficie, à savoir pour un terrain de moins de 5000 m², 50 € par an, et pour un terrain de plus de 5000 m², 100 € par an. Donc, l'indice de révision sera appliqué sera l'indice de révision des fermages, publié annuellement. Il nous est demandé d'autoriser monsieur le maire à appliquer ces tarifs pour la mise à disposition des terrains communaux aux associations. Question? Oui. Du coup, pour les autres terrains communaux qui sont loués, comme le terrain de foot, les terrains de tennis, est-ce que ce barème va s'appliquer également ou pas? Non, pour l'instant, au niveau du foyer rural aussi, parce que beaucoup maintenant de municipalités font payer les salles et les occupations du domaine public. Là, pour l'instant, on n'a pas encore tranché au niveau des salles des salles, du terrain de foot et du terrain. Là, c'est symbolique parce que c'est 4 € par an ou 100 € par an. C'est pas, je veux dire, un gros investissement. Oui. Mais du coup, quelles associations sont concernées, à part celles que l'on vient de voir? Pour l'instant, c'est tout. aucune. Hein. Si par exemple, vous demandez, il y en a une qui était. En fait, il y a l'autre club cynophile. Ah oui, il y a Canen, l'équipage Canen. Qui paye déjà 100 € par an. Il paye 100 € par an. Et il y a aussi les binettes Agile, qui pour l'instant ont une convention sur 5 ans, donc à titre gratuit, et donc qui rentreront dans ce cadre tarifaire. Au renouvellement de la convention. D'accord. En fait, il y en a qui payaient, il y en a qui ne payaient pas, donc voilà, on a harmonisé la. Donc, chaque renouvellement de convention, finalement, on va faire payer le. Voilà, là, il n'y a que les vignettes agiles pour l'instant qui est gratuit. Oui, donc, voilà. le jour où la convention va être renouvelée pour les vignettes agiles, ils payeront. D'accord. Et pour les terrains dus à l'osier, comment on va faire? Comment vous allez dire? L'osier va être obligé d'être cultivé dans plus de terrains maintenant. Non, ça sera un agriculteur. Ça ne sera pas municipal? Oui, ça peut être. Donc, le projet d'osier pourra se développer soit sur des terrains communaux, s'ils se prêtent à la culture de l'osier, qui remplissent les conditions agronomiques de la culture de l'osier, soit sur des terrains privés. Si c'est des terrains privés, ça sera d'accord avec les propriétaires. Si c'est des terrains communaux, on rentre dans une activité agricole, parce que ce sera des exploitants agricoles qui cultiveront ces terrains. Et là, on rentrera dans le cadre des baux ruraux. Donc l'indice préfectoral, le barème préfectoral des fermages. Qu'on applique sur toutes les locations nouvelles des terres communales à destination d'exploitation agricole. Okay. Même si c'est l'association qui au départ. Mais ce ne sera pas l'exploitation qui sera exploitante, ce sera des agriculteurs qui seront exploitants. Le rôle de l'association, mais là, je parle en tant que membre de l'association et administrateur de l'association. L'association a une vocation d'animation et d'accompagnement, mais pas une vocation d'exploitation. D'autres questions? Donc, qui est contre ce rapport 14? Qui s'abstient? Le rapport 15 concerne l'affouage et je repasse la parole à Marc. Bien, comme vous le savez, la commune possède 140 hectares environ de forêts qui sont soumis au régime forestier et gérés par l'Office national des forêts. Donc l'Office national des forêts avait mis dans son calendrier de réalisation, puisqu'elle détermine les coupes, en 2016 et 2020, des coupes prévues sur du taillis, bois de chauffage. Donc ces coupes n'ont pas été réalisées et nous avons la volonté de recréer un lien entre la population, puisque ces forêts sont un lien commun à l'ensemble des habitants de Cadenet, et donc de recréer ce lien entre la forêt et la population. Et pour cela, donc pour ces coupes, nous avons deux solutions. La première, c'est de les vendre de gré à gré à des forestiers. La deuxième, c'est d'organiser l'affouage. Donc l'affouage, c'est la possibilité pour les habitants de la commune d'aller couper le bois sur ces parcelles qui sont gérées par l'ONF. Donc nous avons choisi cette modalité.
Nous avons réalisé une publicité sur nos médias et dans la presse de façon à inviter les gens à se déclarer en candidat pour participer à cet affouage. Il y a donc 2 parcelles qui représenteront une quinzaine de lots, entre 10 et 15 terres par lot, et nous proposons pour la vente de ces lots un prix de 100 €. Donc les gens doivent aller couper le bois, le sortir, faire tout le travail. Donc pour l'organisation de cet affouage, le maire doit désigner 3 garants. Donc le maire propose Madame Aliberge, Monsieur Joël Boigard et Monsieur José Hernandez comme garants. Et vous avez en pièce annexe le règlement de l'affouage. Donc il vous est demandé d'accepter les conditions d'affouage, d'arrêter le règlement joint à la présente délibération et de fixer le montant du lot d'affouage à 100 € et de donner pouvoir Monsieur le maire pour signer tout document nécessaire à la bonne exécution des opérations visées ci-dessus. Donc il y aura d'abord, il y a déjà des candidatures, je pense qu'il y a déjà plus de trentaine. Voilà, donc il y a une trentaine de candidatures pour 15 lots. Donc la procédure, ce sera d'abord un tirage au sort. Ensuite, il y aura une visite des parcelles encadrées par l'ONF. Les parcelles sont marquées par l'ONF, c'est une mission que l'on confie, donc la délimitation des parcelles. Les gens devront, donc les candidats sélectionnés par tirage au sort, devront confirmer leur acceptation de participer à cet affouage. Et ensuite, il y aura une réunion au mois de septembre de façon à leur donner le règlement, leur faire signer l'acceptation du règlement. Et les travaux de coupe pourront être réalisés à partir du 15 octobre 2022. Pas d'incognito ? Alors c'est jusqu'au 15 mai 2023. Tout ce qui n'est pas réalisé avant le 15 mai est donc perdu. C'est perdu. Voilà. Donc si c'est pas fait, si c'est coupé de façon incomplète, ça pourra être remis ensuite dans le programme de l'ONF. C'est pas des coupes totales, c'est l'ONF qui piquera les arbres. Alors non, en fait c'est du taillis, donc c'est du petit bois, du chêne vert et du chêne pubescent. Donc c'est du bois de chauffage, c'est des diamètres inférieurs à 15 cm à peu près. Par contre, s'il y a des sujets remarquables, ils seront marqués par l'ONF et ne pourront, eux, ne pas être abattus. L'ensemble des branchages qui ne seront pas sortis doivent être entassés correctement. Et voilà. On parle pas des arbres, c'est tout d'animaux. Si, c'est des arbres, mais c'est des petits arbres. Ouais, mais les abattre. Les gros, l'ONF les marquera parce qu'ils ont une autre valeur que le bois de chauffage. Si tu as un chêne comme ça et un chêne comme ça, celui qui a la fois, il va plutôt couper le gros que le petit s'il n'est pas marqué. Ça, c'est sûr. Des questions sur l'affouage? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport 16, je passe la parole à Pierre Oedo. Alors, le rapport 16 est un arrêté d'interdiction de réaliser des travaux sur le boulevard de la Liberté. La commune a entamé le 31 janvier 2022 des travaux de réfection du boulevard de la Liberté. Suite à ces travaux, nous souhaiterions interdire pendant 3 ans à compter de l'achèvement des travaux la possibilité de faire des tranchées ou d'autres travaux qui endommageraient la chaussée nouvellement refaite. La commune n'est pas dotée d'un règlement de voirie pour l'instant, mais l'article R 141-15 du Code de la voirie routière permet au conseil municipal de déterminer, à l'occasion de chaque opération après concertation avec les intervenants, les modalités d'exécution des travaux, de remblaiement et de réfection des voies et de leur dépendance. C'est dans ce cadre que la commune compte interdire les tranchées ou toute autre atteinte à la voirie du boulevard de la Liberté dans un délai de 3 ans à compter du procès-verbal de réception des travaux. Vu la consultation préalable des intervenants sur la voie publique, en l'occurrence Enedis, le CIVOM, Orange et GRDF en date du 31 janvier 2022, vu les avis formulés par Enedis en date du 25/2/2022, le CIVOM en date du 7/2/2022, Orange en date du 9/2/2022 et GRDF en date du 10/2/2022. Considérant que la commune de Cadenet a décidé d'améliorer la gestion de son patrimoine après les travaux du boulevard de la Liberté, il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire à prendre un arrêté d'interdiction de travaux sur le boulevard de la Liberté pendant 3 ans à compter de la date de réception des travaux.
Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Je voulais apporter une précision, c'est qu'au début, je voulais le faire sur toutes les voies dans le village, toutes les rues où on fait des travaux. Parce que si on fait des travaux et qu'on a une rue en parfait état et que 6 mois après, on dit qu'il faut ouvrir pour l'EDF, pour Enedis, pour le CIVOM, etc. Donc, alors, j'ai vu avec le conseil départemental et la préfecture, on ne peut pas le faire sur l'ensemble du territoire de Calonné, notamment en centre-ville. Donc, il faut le faire chaque fois qu'il y a une réalisation qui se fait. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande le vote que sur le boulevard de la Liberté, puisque le chantier a commencé. Et on le demandera chaque fois qu'il y aura, comme ça s'est fait pour Philippe de Girard, la rue Gambetta, le tambour d'Arcole, la rue Victor Hugo, la place du 14 juillet. Voilà. À part vraiment, on n'ouvrira que si, cas exceptionnel, qu'on est obligé d'ouvrir. C'est évident. Ah, voilà. Et ça sera conditionné au permis de construire, ça. Quand Cotéluc va instruire les dossiers, ça va être mis dans les gens qui demanderont des permis ou des travaux. Donc des gens qui vont acheter une maison, ils vont attendre 3 ans? Non, mais c'est une maison, en général, les réseaux, ils les ont. Enedis, CIVOM. En fait, c'est s'il y a un terrain. S'il y a un terrain, on n'a pas le S'il y a un terrain, oui, on fait construire, oui. Oui, ils le font avant. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait, le terrain qui s'est vendu à côté des poules. Hein. D'ailleurs, on a fait en sorte qu'il se raccorde au réseau avant qu'on mette celui-là. Et en face, le garage de gare, pareil. Les garages de gare, pareil, donc ça a été vendu. D'autres questions? La question qu'Isabelle a posée était pas mal, parce qu'en fait, même sur le découpage de maisons, ce ne sera pas possible. Ils ne vont pas mettre 2 compteurs, ils seront obligés d'attendre. Parce qu'ils n'auront pas 2 compteurs d'eau, 2 compteurs d'électricité, et ainsi de suite. Voilà. Donc ils sont obligés d'attendre. Autre question? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport 17, acquisition de parcelles, je passe la parole à Marcello Mangana. Donc, bonsoir à tout le monde. Bon, donc, les consorts d'Argile ont fait mesurer un terrain, donc ils voulaient le vendre. Et en fait, il se rendu compte, le journal s'est rendu compte qu'il y avait le morceau du chemin, et là où il y avait le problème en l'occurrence, c'est qu'il était à eux et qu'il n'était pas à la commune. Et que la commune, en fait, pensait que c'était à nous. Donc, on va essayer de régulariser tout ça pour la grosse somme de 161,70 €. Et donc voilà, demander au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à aller signer chez Maître Rénaud la régularisation du terrain. Et pour ceux qui ne savent pas où est-ce que ça se trouve, j'ai une photo sur mon iPad, je peux vous la montrer si vous voulez. Si vous arrivez à voir. C'est appelé dans le chemin du Lido, quand on arrive, en fait, à droite, vous avez des poubelles. Il y a 4 conteneurs. C'est le Mouret, en fait. Le chemin du Lido, c'est le Mouret. Quand on va à Sportif, tout ça. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc voilà, c'est là. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont tout descendu. Voilà, et malheureusement, en fait, c'est ce qu'on va faire là, qu'on a prévu au budget, c'est de répertorier les chemins, parce qu'on ne sait pas, il y a plein d'endroits où on ne sait pas. On croit que c'est à nous, en fait, c'est pas à nous, et vice versa. Les gens ils croient que c'est à eux, c'est à nous. Donc je pense que ça va être une bonne chose. Oui, ben on avait évoqué ça ensemble avec Jean-Marc sur le fait qu'il fallait faire ce calcul du linéaire communal pour savoir justement si les containers installés étaient bien sur du communal ou sur du privé. Et puis en plus, on avait évoqué aussi le fait que ce calcul du linéaire qui appartient à la commune fait aussi sert à calculer une dotation d'État. Donc il faut la mettre en... Donc oui. Je vous passe la parole à monsieur le maire. Oui, donc au budget 2022, là au budget primitif, on a prévu de faire une étude par le cabinet solaire, le géomètre, exactement pour savoir au niveau de la voirie, ce que tu dis, exactement, si c'est communal, et ça peut nous rapporter des dotations. Peut-être, ou pas. Des questions sur cette parcelle ou pas? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, on va partir pour l'osier. Rapport 18, Émilie. Alors, nous demandons une subvention
patrimonial de Lausier, donc on en avait déjà un petit peu parlé lors des derniers conseils. Donc dans la continuité du partenariat avec l'association de Cœur de Tambour Battant, la commune va mettre en œuvre en 2022 la première partie du plan d'action qui vise à la réalisation d'un parcours patrimonial autour de Lausier et de la Vannerie. Donc le parcours va permettre notamment de développer l'appartenance des Cadnéciens autour de Lausier, développer l'identité de la commune à travers le parcours patrimonial, à destination surtout des Cadnéciens, pour s'approprier le passé, l'histoire du village, les touristes et les résidents du sud du Beron. Donc le parcours répond aux enjeux du changement climatique en favorisant un tourisme éco-responsable. Donc ça va privilégier une démarche autonome, pédestre des visiteurs en dehors des espaces naturels sensibles et des espaces surfréquentés et surtout qui sera disponible toute saison. La création du parcours de découverte donc, autour de Lausier de la Vannerie se traduira à travers 6 stations pédagogiques. Il y aura donc plusieurs signalétiques et balisages qui seront mis en place. Donc, pour rappel, ce projet fait partie du parcours du programme Espace Vallée du Mur, pour lequel il y a un programme développé sur 2021-2027 qui est porté par le Parc naturel régional du Luberon. Donc on souhaite réaliser ce parcours et on souhaite déposer une demande d'aide financière auprès de la région Sud et auprès de l'État au titre du FNADT CIMA. Donc c'est le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Donc dans ce contexte, l'opération est estimée à 66 288 TTC, donc suite à la correction donc on a apporté dans la note de synthèse. Le plan de financement proposé à l'appui, donc c'est le suivant, donc c'est 40% de prise en charge d'une subvention par l'État, 40% par la région, et le reste à charge, donc 20% pour la commune, donc 13 250 €. Donc on est sur des montants TTC. Et donc il est demandé aux membres du conseil municipal d'adopter l'opération, d'approuver le plan de financement prévisionnel et d'autoriser monsieur le maire à lancer la consultation, notifier le marché et signer tout document relatif à cette opération. Une petite précision, donc les demandes de subvention seront déposées là, à la fin du mois. Et il y a eu donc des avis favorables lors du comité de pilotage où le projet a été présenté le 10 mars dernier. Question Sabine. Non, remarque plutôt. Il y a donc un groupe de travail qui s'est mis en place entre l'association Cadonnet Tambour Battant et la mairie. Donc je suis avec Émilie et avec Valérie Boigard. Et on a appris lors de ce premier groupe de travail, c'était il y a un mois à peu près, un gros mois, que la commission culture prévoyait de mettre en place un parcours patrimonial sur 17 petits bâtiments, petits bâtis, monuments, lavoirs, fontaines, etc. dans le village. Et du coup, ce qu'on s'est dit au groupe de travail, que j'aimerais redire ici, c'est que du coup on va avoir 2 parcours qui vont se faire quasiment en même temps et qu'il faut vraiment veiller à ce qu'il y ait une cohérence entre les deux parce que si... Oui, c'est prévu. Véronique Pullian m'a téléphoné et donc j'en ai parlé avec Émilie et Valérie Boigard. Donc bien évidemment, quand les projets seront avancés, après il faudra travailler ensemble pour pas qu'il y ait... Voilà. Oui. Mais c'est prévu, oui, parce que vous en aviez parlé donc, dans le groupe de travail. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 19, c'est l'émission de titres pour remboursement de dommages occasionnés sur l'environnement. Mais vous savez qu'on a mis en place la CCTP, la Commission de citoyenneté et tranquillité publique. Et donc, sur les actes d'incivisme, donc maintenant, grâce à nos caméras, eh bien, nous pouvons voir certains actes d'incivisme qui se fait sur Cadonnet. Alors, dans le cadre où c'est des Cadonnéciens, c'est dans ce cadre de la CTP, donc avec la procureure de la République, avec le chef de la gendarmerie, l'assistante sociale et le principal du collège, ainsi que le chef de la police municipale, avec Valérie et moi-même. Donc nous avons décidé de ne pas verbaliser les Cadonnéciens. Donc il y a un rappel à l'ordre. Donc on convoque, donc, par exemple, un enfant que tu reçois, toi, un exemple. Donc on fait un rappel à l'ordre, et dire qu'on ne verbalise pas là, mais par exemple des déchets qui sont déposés n'importe où. Dans un premier temps, pour les Cadonnéciens, on fait un rappel à l'ordre et on ne verbalise pas. Ça, c'est un peu pour essayer de aussi désengorger les tribunaux et pour donner le sens des responsabilités aux citoyens. Par
contre, quand il s'agit de gens qui n'habitent pas Cadenet, là, donc, on fait des procédures transactionnelles pour un montant de 100 € chacune. Donc, vous avez les noms des 3 personnes, une de Villelor, une de Puyvert, une de Cucuron, hein, qui ont approuvé, puisque donc ils sont convoqués par la police municipale et ils ont approuvé la transaction. Sinon, dans le cas où on n'accepte pas la transaction, on envoie au procureur sur une procédure normale, où là, ils peuvent prendre jusqu'à 750 €. Voilà. Des questions? Christophe, non, mais c'est juste un correctif, c'est la principale du collège, maintenant. Oui, mais comme vous avez désigné par le principal du collège. Ah ouais, d'accord. Concernant les cadenéciens, je présume que c'est par rapport aux problèmes occasionnés. J'espère. Comment occasionnés? Selon les dégâts qui sont faits, quelle que soit la personne, oui. Si c'est beaucoup important. Donc, par exemple, le mobilier urbain, voilà. Même si c'est cadenécien, si par exemple il aboutit un panneau comme ça, c'est arrivé souvent, oui. Là, il paye des dommages. Oui. Non, par contre, pour une poubelle qui a des cartons l'autre jour qu'on a retrouvé devant le Spar, dans tous ces états, voilà. Là, on a fait venir la personne et on n'a pas verbalisé. On a fait un rappel à l'ordre. Et la deuxième fois, après, là, on verbalise. Et pour les cadenéciens, on ne verbalise pas la première fois. Ça marche. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, nous allons passer donc au compte administratif et compte de gestion. Alors, le compte de gestion, bien sûr, vous ne l'avez pas parce que c'est fait par le Trésor public. Donc, vous l'avez, Isabelle, là, vous pourrez le consulter, mais c'est exactement comment on ne pourrait pas le voter, hein, et le Trésor public ne l'accepterait pas, et le contrôle de légalité encore moins. Donc, c'est exactement le même chiffre que le compte administratif. Alors, vous avez un document où il y a le détail, c'est celui-là. Hein, vous avez tout le détail. Et je vais passer chapitre par chapitre. Donc la section de fonctionnement, les charges à caractère général, 907 260,20 € en dépenses. Alors là, c'est vraiment à caractère général parce que ça va de l'énergie, de l'électricité, carburant, les combustibles, les fournitures, même les manifestations, festivités, culture, etc. C'est également dans ce chapitre-là. La bibliothèque, etc. Les diverses formations aussi, au niveau des organismes de formation. Donc 907 260. Les charges de personnel, 1 968 364,73. L'atténuation de produits, 191 282. Les charges de gestion courante, 400 336,27. Les charges financières, 138 103,13. Donc vous avez le détail sur le document annexé là. Les charges exceptionnelles, 1016,74. Les dotations aux provisions, 102 000. L'opération d'ordre entre sections, c'est l'écriture comptable, donc 657 964,80 que vous retrouvez en recettes dans la section d'investissement. Et les 29 346,67 en recettes de fonctionnement que vous retrouvez en dépenses d'investissement. Les annulations de charges, on a eu 2753,64. Les produits des services et domaines, comme les concessions aux cimetières, etc., 197 278,05 €. Les impôts et taxes, 3 345 209,23 €. Dotations et participations, 924,39. Les autres produits de gestion courante, 369 419,08. Produits financiers, 3,99 €. Produits exceptionnels, 16 599,72 €. L'excédent de fonctionnement 2020, 350 000 €. Ce qui fait un total en dépenses 4 366 334,87 et en recettes 4 885 594,77, soit un excédent de fonctionnement 2021
de 519 259,90 et on vous parlera de l'affectation lors du vote du budget primitif le 11 avril. Est-ce qu'il y a des questions pour la section de fonctionnement? Je passe à la section d'investissement. Donc le solde de l'exécution, section d'investissement reporté 443 816,63. La taxe d'aménagement a rapporté 83 540,17. L'excédent de fonctionnement capitalisé en 2020, 312 165,41. La subvention d'investissement, 237 105,56. Je finis avec les recettes. L'opération d'or entre sections, donc c'est les mêmes chiffres, je ne vais pas les redire que vous avez vu tout à l'heure, mais à l'inverse dans la section de fonctionnement. Opération patrimoniale, 15 360 €. Ça, c'est pour tout ce qui est, et ça s'annule, une écriture qui s'annule, vous le voyez, en crédit et débit. Après, pour les mandats, donc capital des emprunts, 434 162,44. Autre emprunt, 30 000 €. Immobilisation incorporelle, 1446,88. Donc je passe sur l'opération d'ordre qu'on a vue. L'opération patrimoniale aussi, c'est ce qui s'annule. Les bâtiments communaux, 208 939,21. La voirie communale, 67 241,40. L'aménagement de site de château, 53 251,20. L'école primaire, 18 813,46. Le stade, 1440 €. L'école maternelle, 56 729,38. C'est un investissement, c'est pas un fonctionnement. L'aménagement urbain, 6 903,60. La mise en place de caméras, 86 084,10. L'acquisition de matériel services techniques, 16 142,79. L'acquisition de matériel de police, 6 473,46. L'acquisition de matériel autre, 56 412,76. L'aménagement du boulevard de la Liberté, 28 957. Rénovation presbytère, 100 797,75. Et l'aménagement en vue de l'urbanisation, 6 594. Et autre immobilisation foncière, 34 €. Donc l'excédent, ça c'est indicatif parce que c'est le même que vous voyez en première ligne de cette section d'investissement. Ce qui fait un investissement, un total en recettes. Vous avez 1 306 135,94 et en dépenses 1 224 182,67, soit un excédent d'investissement pour 2021 qu'on retrouvera dans la section d'investissement 2022 de 81 953,27. Oui, les 100 797, c'est pas la rénovation du presbytère, c'est rénovation du patrimoine en général. Parce qu'il y a rien qui a commencé sur le presbytère, parce qu'on est en train de faire son métier. Est-ce qu'il y a des questions sur la section d'investissement? Oui. En fait, donc, quand on regarde le compte administratif en détail, du coup, page 10 dans le tableau, on voit des 488 000 € qui correspondent à des actions annulées en fait. Et donc on voulait savoir, j'essaie de retrouver en même temps. 489 526, ça c'est ça? Annulé, crédit annulé? Crédit annulé, oui. C'est ça? Alors page 10, je retrouve ça tout de suite. Voilà. Donc la section investissement, détail des dépenses dans les crédits annulés. Du coup, on voulait savoir pourquoi l'opération sur l'accessibilité des bâtiments, elle avait été annulée, en tout cas partiellement, je crois. Et sur l'opération des glaneuses aussi, qui a été annulée, diminuée de 221 000 €. C'était remis au budget 2022, ça. Annulé sur le code administratif 2021, et ça sera remis au budget primitif 2022. La glaneuse ou l'accessibilité des bâtiments communaux? Les deux. Les deux seront remis. Ok. Et alors,
Oui. C'est bien, c'est bon. Merci. D'autres questions sur ce compte administratif? Donc je vais passer la parole à Pierre Loriedo et je vais m'absenter. Voilà. Alors, qui est contre le compte administratif et le compte de gestion? Qui s'abstient? Merci. Pour rappeler Jean-Marc. Merci. Nous allons passer donc au débat d'orientation budgétaire 2022. Alors le débat d'orientation budgétaire constitue une étape impérative avant l'adoption du budget primitif dans toutes les collectivités de 3500 habitants. Depuis la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, appelée loi NOTRe, ce débat d'orientation budgétaire fait l'objet d'un rapport comportant les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure et la gestion de la dette. Il présente aussi la structure et l'évolution des dépenses. Alors, le rapport donc, ne sera pas voté, mais le débat sur le fait d'avoir voté, là, sera voté. C'est pas compliqué, mais c'est comme ça. Donc, on ne vote pas pour l'instant, on votera après. Hein? D'accord. Il n'y a pas de compris. Voilà. Alors, vous avez le contexte national et international. Bon, ça, vous l'avez vu, hein, je ne vais pas tout relire, hein, concernant les prévisions sur la croissance et les déficits, les principales mesures du budget 2022, sur le contexte national et international. Je vais bien sûr m'attarder au contexte local. Cadenet a été retenu donc dans le projet Petite Ville de demain, qui constitue un outil de relance au service de notre territoire et permet la transformation de notre village pour répondre aux enjeux actuels et futurs. Cadenet est aussi inscrit dans le programme Espace Valléen Luberon-Lure qui permettra de construire une image porteuse pour le village en adéquation avec la politique de Cadenet au travers de son histoire et autour de l'osier. Le recensement prévu en 2021 a été reporté à 2022. Il produira ses effets à compter de 2024. L'analyse du potentiel financier. Donc ce ratio mesure la richesse théorique d'une commune, qui correspond au produit fiscal théorique calculé en appliquant aux bases communales les taux moyens nationaux. Rapporté au nombre d'habitants, ce ratio permet de positionner la collectivité par rapport aux autres communes de la même strate démographique. Ce ratio est égal au potentiel fiscal auquel est rajoutée la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Sur la fiche dotation globale de fonctionnement 2021, le potentiel financier de la commune est de 3 679 934 €, soit un potentiel financier par habitant de 830,87 € sur la base de 4 429 habitants, quand celui de la strate démographique est de 964,31 €. La commune ayant un potentiel fiscal plus faible, l'État lui attribue des dotations complémentaires. Sur l'effort fiscal, le produit pris en compte pour ce calcul sont les recettes de la fiscalité sur les ménages augmentées de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères perçue par l'intercommunalité. L'effort fiscal est de 1,228144 quand celui de la strate démographique est de 1,120148. Les taux d'imposition. Le taux de taxe d'habitation n'est plus fixé par la commune depuis 2020 avec la réforme de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Cependant, ce taux demeure au niveau du taux de 2017 pour la commune de Cadenet, soit 14,55 pour 20% des contribuables qui continuent de payer la taxe d'habitation pour leur résidence principale à hauteur de 70% en 2021 et 35% en 2022. La réforme s'achèvera en 2023, où la commune recouvrera ses compétences en matière de fixation du taux de taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux détient désormais un rôle pivot dans les règles de lien entre les différents taux. Il devient
en additionnant le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties communales à celui départemental en 2020 égal à 34,41. C'est-à-dire que l'on touche la partie départementale depuis l'année dernière. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas évolué depuis 2016. Il est de 62,89%, supérieur aux taux moyens communaux. Les bases d'imposition, donc, qui sont calculées par l'État. La revalorisation forfaitaire des bases sera en 2022 de 3,4% pour les bases d'imposition à la taxe foncière bâtie et non bâtie. Cela signifie que les contribuables verront leur imposition augmenter même sans augmentation des taux. Comme une augmentation de 3,4% de la base par l'État, même si nous n'augmentons pas les taux, eh bien, il y aura une augmentation sur la taxe foncière que tout le monde va recevoir. Le financement des investissements de 2014 à 2017, la commune a toujours dégagé un autofinancement net de l'ordre de 259 672 € pour financer ces investissements. La situation de l'année 2018 a été particulière puisqu'il a fallu assumer le prévolet contracté par notre ancienne intercommunalité en attendant leur cession des terrains de l'ancienne coopérative vinicole. Toutes les écritures ont été passées au cours de l'année 2019. En 2020, la situation se rétablit puisque l'autofinancement net est de 557 491,67 et en 2021, nous avons un autofinancement net de dette qui s'élève à 668 131,87 €. Il s'accroît par un effet mécanique de diminution de la dette, mais aussi par une augmentation des recettes réelles de fonctionnement. Il a noté que la commune a continué à s'attacher à mobiliser le plus largement possible les subventions d'équipement pour financer ses dépenses d'investissement. La dette, l'encours de la dette s'élève au 1er janvier 2022 à 3 692 250,89 €, soit 863,07 € par habitant. C'était 966,60 € par habitant en 2021. Le ratio en cours dette-habitant montre ce que chaque habitant devrait payer s'il fallait rembourser en une seule fois le capital restant dû pour l'ensemble des emprunts contractés par la commune. Il a bien diminué. Ce ratio à lui seul ne permet pas d'évaluer le degré d'endettement de la commune. Le ratio en cours de la dette par les recettes réelles de fonctionnement mesure la charge de la dette d'une collectivité relativement à sa richesse. Il permet de constater si une commune est surendettée ou non. En dessous de 1, les communes ne sont pas endettées. Entre 1 et 1,20, une vigilance doit être opérée et au-delà de 1,20, la commune est considérée comme surendettée, c'est le seuil d'alerte. Pour Cadenet, ce ratio s'établit à 0,85 pour l'année 2021 contre 1,002 en 2020. Pour mémoire, en 2020, il était passé sur la barre des 1. Il s'est amélioré du fait que la commune n'a pas eu recours à l'emprunt depuis 2019 de l'augmentation de ses recettes réelles de fonctionnement. Pour l'année 2022, il ne sera pas nécessaire de recourir à l'emprunt vu que, à titre tout à fait exceptionnel, la commune pourra récupérer une provision pour risque contentieux effectué sur 5 ans, le jugement ayant été rendu définitif et favorable à la commune, et je vous en parlerai lors du budget primitif le 11 avril. D'autres ratios, comme l'annuité par habitant de la commune dans son évolution et sa structure, permet de compléter l'analyse. Donc vous avez ce tableau qui vous montre que l'annuité par habitant en 2022 est de 133,87 €. Alors les orientations pour l'exercice 2022. Le projet budget 2022 s'inscrira dans le prolongement du précédent exercice. Les études réalisées en 2021 permettent aujourd'hui de lancer de nouveaux projets. Alors, en section de fonctionnement, une volonté de maintenir et de développer des services à la population. Bien évidemment, c'est une orientation budgétaire sur l'année 2022 et pas sur l'ensemble du mandat. Il n'y a pas une projection jusqu'en 2026. Continuité de la maison du citoyen avec une permanence de France Service pour accompagner les administrés dans leur démarche, maintien de l'activité diversifiée sur la médiathèque et au centre culturel, un accompagnement toujours à l'école maternelle et primaire pour permettre un fonctionnement optimal, la mise en place d'une classe, maintien du soutien aux associations
affouage proposé aux Cadenéciens, accentuation des animations tant culturelles que festives organisées par la commune, mise en place de la cantine à 1 € pour les plus défavorisés, lutte contre le désert médical sur Cadenet, mise en place des conseils des jeunes, soutien au CCAS et aux solidarités comme dans les cas de l'Ukraine ou du Covid, la remise en culture des iscles, sécurisation des forêts municipales du camping de Cadenet, ça c'est le soutien à l'agriculture et à notre forêt. Il y a le fonctionnement récurrent et sécurisation, c'est-à-dire la mise en place d'une cybersécurité pour protéger les données communales, le lancement d'études, notamment sur le plan de circulation, l'attention maintenue à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, maîtrise de la masse salariale, notamment lors des départs à la retraite, favorisant la réorganisation, la mise en concurrence systématique sur les achats pour réduire les coûts, la volonté de contenir la pression fiscale en maintenant les taux d'imposition, pas d'augmentation des taxes sur la commune en 2022, et concernant l'endettement, stabiliser l'endettement de la commune. Ça c'est sur la partie fonctionnement, je reviendrai tout à l'heure sur l'investissement et sur les dépenses de fonctionnement. Donc si vous voyez au niveau de la masse salariale, nous comptons au 1er janvier 2022 55 agents, donc 46 fonctionnaires, 4 contractuels sur emploi permanent et 5 contractuels sur emploi non permanent. Donc 44 catégorie C, 6 catégorie B et 5 catégorie A. L'effectif est composé de 33 femmes et 22 hommes et la moyenne d'âge des agents de la collectivité est de 48 ans. Vous avez également les charges de personnel, vous voyez les variations des comptes administratifs 2018 à 2021 et le prévisionnel 2022. Sur les charges à caractère général, constituées des frais généraux, électricité, eau, gaz, ménage, etc., et les dépenses d'intervention des services municipaux, fournitures, prestations extérieures. Donc là aussi, vous voyez les variations sur 4 comptes administratifs et le prévisionnel que nous avons sur 2022. Bon, je dois vous dire que le 2019, 2020 et 2021, avec le Covid, les chiffres sont beaucoup moins importants. Vous avez d'autres dépenses de fonctionnement, vous avez des variations également sur 4 CA et le PP 2022 en budget prévisionnel. Donc depuis 2017, il y a des transferts de compétences des subventions Office du tourisme et la crèche Loucalinou et de certains syndicats. Les dépenses de fonctionnement du chapitre 65 sont en diminution. En 2020 et 2021, après l'annulation des festivités, certaines subventions et des associations ont été réduites. Notons aussi que l'organisation de la fête votive du 14 juillet sont assurées maintenant par la mairie. Vous avez également l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, là aussi. Donc vous voyez qu'on a une prévision de 4 51 463, mais on le verra sur le budget prédictif. Tous ces chiffres sont à prendre un peu au conditionnel, parce qu'on a reçu tout ce qui est fiscalité, mais on n'a encore pas reçu tout ce qui est dotation de l'État. Donc il pourra y avoir certaines variations d'ici le 11 avril. Sur les recettes de fonctionnement, produit de la fiscalité, donc en 2020, 80% des contribuants ont été bénéficiaires d'un dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale, ce que je vous disais tout à l'heure, et aussi été dispensés du paiement des taxes annexes, mais qui ont été payées, pas par la commune, à la commune, mais qui ont été payées à l'intercommunalité. Le produit de la taxe d'habitation a été affecté à l'État en 2021, il le sera aussi en 2022. Les communes bénéficient à la place du produit de la taxe foncière des propriétés bâties qui revenait au département sur leur territoire, via l'ajout du taux départemental à leur taux communal, afin d'assurer une compensation équilibrée. Un coefficient correcteur est appliqué au produit de la taxe sur le bâti transféré. Donc il n'est pas sur les taux, il n'est pas envisagé d'augmentation des taux communaux, qui concerne cette année la taxe foncière bâtie et la taxe foncière non bâtie uniquement. Nous mentionnons cependant le taux de la taxe d'habitation qui continue de s'appliquer à ceux qui la paient jusqu'en 2022, mais qui n'est plus voté depuis 2020. Donc vous avez des taux qui sont identiques au taux de 2021 en 2022. Le produit des impôts s'élève à 2 111 709 € en 2021, mais en net à 1 920 614 €, qu'elle s'ajoute les compensations et l'exonération de foncier bâti de l'État de 82 572 €, ce qui forme le global de la fiscalité communale. Elle représente, la fiscalité communale, 41,41% des recettes réelles de fonctionnement. Un mot sur l'attribution de compensation
qui est versé par Cotélu et qui vise à compenser la perte de la fiscalité transférée, de laquelle est déduite le coût des compétences transférées à l'intercommunalité selon la délibération 60/2018 du 7 septembre 2018. Et cette attribution de compensation est versée à hauteur de 942 978,64 €. Vous avez également les évolutions des recettes réelles de fonctionnement avec les variations et le prévisionnel 2022. Je vais passer à la section d'investissement. Dépenses d'investissement, le montant des restes réalisés s'élève à 1 071 906 €. Concrétisation des opérations prévues au programme avec une vigilance liée aux tensions sur les matières premières et certaines fournitures impactant les marchés publics des travaux. Alors, sur les dépenses d'investissement, donc, on prévoit finalisation des travaux de rénovation de la cantine municipale, travaux de rénovation énergétique sur des bâtiments communaux, études pour les travaux de voirie sur place Carnot, Danton et Humé 45, mise en place de ralentisseurs sur des axes sensibles, travaux de réhabilitation sur le foyer rural, installation d'un nouveau columbarium au cimetière, finalisation du programme de modernisation informatique à l'école primaire, aménagement coin de verdure dans la cour de l'école maternelle, acquisition de tracteurs épareuse et remplacement de l'ancien de plus de 20 ans, suivi du projet de réhabilitation de l'île Olivet avec AMO, travaux de réhabilitation du boulevard de la Liberté et de chemins communaux, travaux de rénovation du patrimoine, château et mise en œuvre de panneaux historiques, début des travaux de rénovation du presbytère, acquisition de la caisse d'épargne des locaux de la Glaneuse, mise en œuvre du projet de Lausier, réalisation des travaux de voirie Vermilière, mise en place de la déviation poids lourd, route de Cucuron, boulevard de la Liberté. Ça sur les dépenses de fonctionnement. Et concernant les recettes de fonctionnement, d'investissement, le montant des restes à réaliser s'élève à 438 850 €. Plusieurs subventions d'investissement nous ont été notifiées en 2021 et 2022 pour l'isolation des toitures de la maison citoyenne et de l'école maternelle par l'État. La première phase de mise aux normes dans la partie du réfectoire de la cantine scolaire par l'État. L'acquisition des tablettes et VPI à l'école primaire par l'État. Rendre la cour de l'école maternelle perméable et engagement climatique, agence de l'eau. Financer une étude du parc du Luberon sur l'îlot Vivet, département et banque des territoires. Financement d'une partie de l'aménagement du boulevard de la Liberté, département. Rénover le petit patrimoine, Cotélu et le département. Participer à la rénovation façade, département. D'autres subventions ont été sollicitées, mais n'ont pas encore été notifiées, donc on ne sait pas si on va les obtenir. Le niveau de la dotation du fonds de compensation de TVA 2022 sera sensiblement équivalent à celle de 2021, et à compter du 1er janvier 2022, les communes qui perçoivent la taxe d'aménagement lors de la délivrance d'utilisation du droit des sols doivent reverser une part de taxe communale à leur intercommunalité. Voilà pour les recettes d'investissement. Voilà donc le rapport d'orientation budgétaire que je vous propose pour l'année 2022. Est-ce qu'il y a des questions? Puisque le débat doit être engagé. Oui, on voulait revenir sur un point, notamment sur les taux d'intérêt de la dette. On l'avait évoqué l'année dernière. Les taux d'intérêt de tous les emprunts qui sont en cours sont quand même très élevés. On avait évoqué la possibilité de peut-être les renégocier. Je ne sais pas si ça a pu être fait, si ça n'a pas été fait, si ça peut être fait dans les années Pascal n'a pas eu le temps, donc on va la relancer pour qu'elle s'en occupe de renégocier et tout. Voilà. Donc aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Donc oui, parce qu'il y en a vraiment qui sont quand même vraiment importants. Oui, on a la voirie 2012 à 4,79. Ben, c'est ça. Les derniers sont à 0,84, ça paraît. Il y a peut-être une marge de manœuvre là-dedans. Et ensuite, nous, par rapport à ce projet et à ce débat d'orientation budgétaire, on est assez interrogé sur les décisions qui sont prises. On ne voit pas en fait de projet qui nous permettent de répondre aux engagements qu'on a pris dans le PCAET en fait.
concernant les baisses, les économies d'énergie, même s'il y a quelque chose sur les rénovations des bâtiments, mais ça ne nous paraît pas suffisant à nous, en tout cas pour répondre aux objectifs du PCAET, notamment par exemple sur les possibilités d'installation de photovoltaïque sur les bâtiments publics ou sur une question d'éclairage nocturne ou de végétalisation. Et puis on se demandait aussi si on pouvait avoir ou si on allait avoir ensuite le rapport du CEDEL 2021. Oui, je crois qu'on ne l'a pas aujourd'hui. Quand on l'aura, bien évidemment, on le passera très volontiers. Pour répondre à ta question sur la végétalisation, donc il y a Nicole Bois qui est en train de travailler donc, sur un projet de végétalisation de Cadenet. Donc elle, au tout début, Nicole, voilà. Donc elle vous contactera aussi pour que quelqu'un de chez vous fasse partie. Il y a des personnes également extérieures qui ne sont pas élues qui ont été déjà contactées pour travailler sur un projet d'ensemble sur le village, de végétalisation du village. Et également, on a aussi, donc on prendra, je pense, un cabinet d'études pour ce projet-là. Et également pour les économies d'énergie, là aussi, on va travailler sur 2022 à voir sur tous les bâtiments, etc., pour faire des économies d'énergie dans divers domaines. Donc là aussi, on est sensibilisé aussi sur ça. Dans le centre du village, on va changer. Oui, les économies d'énergie notamment. Sur l'éclairage public, tu veux dire. Mais du coup, c'est vrai qu'on pourra aussi engager une réflexion peut-être sur l'extraction nocturne de telle heure à telle heure. Enfin voilà. Et alors ça, c'est tout à fait, voilà. C'est une décision politique. Voilà, c'est politique. Puis bon, moi j'avais axé toute ma campagne sur le bien vivre ensemble. Et il y a certains sujets qui frictionnent, alors je ne veux pas opposer les uns aux autres. Hein. Donc là aussi, on ira lentement mais sûrement, mais on l'évoquera. On ne va pas faire éteindre des secteurs. Hein. On a déjà commencé par le château, hein, chose que de là, on n'arrivait pas à lui faire comprendre qu'il fallait éteindre. Donc maintenant, on le fait. Du coup, sur la végétalisation, il va y avoir un groupe de travail du coup, qui va se créer avec... Oui, mais ça devait démarrer en 2023, parce qu'on n'a pas pu le mettre au budget 2022. Là, on va y travailler. Bon, il y a déjà, justement, je comptais voir. Voilà, on va y travailler. Il y a déjà un petit groupe, une approche qu'on a fait. On n'a pas finalisé le groupe en entier. Donc, et dans ce groupe, bon, il y a on a dit des élus et des non-élus. Et ça sera qu'un projet qui se fera certainement, parce que c'est quelque chose aussi qu'on veut que la population s'approprie aussi ce projet de végétalisation. Donc il va y avoir certainement un questionnaire qui nous sera proposé pour qu'on puisse le diffuser. Les gens y répondront parce qu'on voudrait que ce projet ne soit pas qu'un projet de la commune, mais un projet des Cadenéciens et que tout le monde s'approprie un peu cette végétalisation. Qui sera quand même aussi suivi, hein, je veux dire, on peut pas... Voilà. Déjà, c'est vrai que sur Cadenet, on a quand même pas mal déjà d'arbres remarquables, comme on dit, donc il faut faire un recensement de tout ce qu'on a. Bon, c'est vrai que c'est un travail qui sera très long, mais qui est nécessaire, vu les dérèglements climatiques auxquels nous faisons face, et donc c'est vrai que c'est un projet d'avenir et qui sera vraiment nécessaire pour Cadenet. Pardon. Le groupe s'est réuni combien de fois exactement? Pardon? Le groupe. Il y a eu une réunion d'approche. Une réunion d'approche pour comprendre ce que c'était que la végétalisation. Parce que même moi-même, je veux dire, on parle de végétalisation, mais il y a tout un processus. Mais c'est même pas un groupe, hein, il n'est pas constitué. Il n'est pas constitué. C'est juste une approche de savoir ce qu'était la végétalisation pour voir si le projet n'était pas trop aussi audacieux et qu'on pouvait le faire. Donc c'est vraiment une approche, mais aucun groupe n'a été défini. L'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement peut nous accompagner sur ces questions de désimperméabilisation de la ville, comme on l'a fait aussi pour la cour d'école, mais aussi sur la végétalisation en ville, avec notamment la possibilité de faire un ABC, ça s'appelle un ABC,
c'est un inventaire de tout ce que la commune a déjà en matière de végétaux et de faune. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit, il y aura un inventaire de tout ce que la commune possède déjà. Il y a des arbres remarquables, il y a plein de choses comme ça que quand on a eu, c'est M. Delio qui nous a montré une esquisse de cadenet, si tu veux, en dessin, et effectivement il y a énormément d'arbres déjà. Donc le tout c'est d'en apporter où il n'y en a pas et de ne pas doubler des choses qui ne seraient pas nécessaires. Donc, mais n'importe comment, là on est juste au départ, c'est même pas la première marche qui est montée, c'est juste une approche et bon, on va faire un groupe de travail qui sera bien étoffé et on fera appel à tous les organismes qui pourront nous aider dans ce projet-là. Il n'y a pas de souci. Oui, parce qu'après, végétalisation, ça veut aussi dire gestion différenciée des espaces végétaux et aussi une attention particulière à ce qu'on y plante. Oui. Ne pas planter surtout le réchauffement climatique et le manque d'eau. Et le manque voilà. d'eau. Exactement. D'où la question qu'il peut y avoir de gazon sur les ronds-points ou ce genre de choses. On le voit de partout. Ouais. Dans les isles, en bas, c'est pareil. Il n'y a plus de nappe phréatique comme il y avait avant. Donc il faut qu'on travaille justement sur une végétalisation où il y aura moins d'eau aussi, moins de, pour essayer de... Merci. D'autres remarques? Si, pardon, excuse-moi. Je voulais juste terminer en disant que donc on constatait qu'il y avait des dépenses d'investissement, donc qu'on avait voilà des excédents de fonctionnement et des excédents d'investissement, qu'on allait en plus de ça récupérer les provisions pour risques contentieux. Et que pour nous, ça nous permettait, on pensait qu'on pouvait aller d'autant plus vite et d'autant plus fort sur des projets pour combattre le réchauffement climatique, ou en tout cas pour la réduction et les économies d'énergie. Et voilà, bon, après on verra dans le budget qu'on votera. Tu verras que dans le budget, il y a notamment l'aménagement du site du château. On avait prévu au départ 600 000, on a été obligé de réduire à 300 000. Et heureusement qu'on a cette fameuse somme que je vous ai annoncée le 11 avril. Donc il y a des problèmes énormes au presbytère aussi, où il y a, je crois, plus de 2,5 millions de travaux. Donc je veux dire, ça va être gigantesque. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'on voulait faire aussi, mais qu'on est obligé de reporter à l'année d'après, parce qu'il y a des urgences qu'on ne peut pas négliger. Voilà. Mais c'est vrai que les questions environnementales nous prouvent. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans ce débat d'orientation budgétaire? Juste, ça va être une précision sur les panneaux photovoltaïques. Tu sais que c'est compliqué avec les bâtiments de France. Pour avoir travaillé avec eux, tu sais que c'est très. Je sais que c'est compliqué, voilà. Mais il y a des choses. Je suis d'accord avec toi, on demande de faire des économies d'énergie, de trouver des solutions, mais eux ils mettent ces bâtons à genoux, on arrive à avancer. Il y a un gros problème là-dessus, il va falloir travailler là-dessus. Parce qu'il y a un gros problème. Ah oui, d'ailleurs, pardon, ça me fait penser. Ça me fait penser qu'on a pu passer dans les projets éventuellement quelque chose sur la ventilation de notre foyer rural. Oui. Sur la pompe à chaleur, vous avez évoqué la possibilité de trouver une solution pour cette ventilation ou... Je ne sais pas si la solution est sur la ventilation, mais... C'est pas pour atténuer le bruit. Ah bon. Pas du tout. Parce que ça, il n'y a personne qui... On a fait venir, je ne sais pas combien d'ingénieurs, il n'y a personne qui donne une solution. Là, on va changer la patte parce qu'elle marche sur 3 pattes et si elle lâche, cet été, tout le monde est pris. Il faut la changer, c'est absolu. Mais le bruit, ça restera le même. D'autres remarques? Donc, vous ne voterez pas ce débat d'orientation budgétaire, mais vous voterez le fait qu'on a fait un débat. Alors, je n'ai pas à comprendre, des fois l'État, c'est difficilement compréhensible. Alors, qui est contre le fait qu'on a fait un débat? Qui est pour? Merci. Les décisions donc numéro 222 désignant Maître Légier en défense des intérêts de la commune, contentieux Mastroianni
Dartois, Dénémé, Ferraillot, Richaud, Morillon, Grange. Je rappelle quand même qu'on a gagné en première instance sur des contestations de PLU. Les trois recours PLU, on a gagné les trois. Décision numéro 3, mais pas les trois font appel. Numéro 3, 2022, désignant maître léger en défense des intérêts de la commune. Contentieux, SCI, le papier. C'est le deuxième recours des papiers, là. C'est le terrain que vous avez au Ferraz. Voilà. Là aussi, parce qu'il est hors de question que ça devienne constructif. C'est par rapport au PLU aussi? Oui. Mais pourtant, ils sont en stécal. Là, les papiers, c'est un stécal. Sur le PLU, c'est un stécal des papiers. Non, Rigaud, là. C'est le papier. SCI. D'accord. On lui avait demandé, ils n'avaient pas voulu, après ils ont le PLU. Au niveau des... Donc, j'ai pas eu de questions diverses. Je veux juste qu'on évoque, si vous voulez, côté élu, si les élus communautaires et les élus municipaux, si vous avez des questions, des remarques. Moi, je vous dirais que normalement, si tout va bien, les travaux du gymnase démarreraient au mois de juillet. Je croise les doigts qu'on y arrive, donc, parce que j'ai eu tout le détail des procédures. Donc, on devrait démarrer. On va nous rétrocéder également deux terrains qui sont les terrains de handball du fond, là, à la commune, pour qu'on puisse éventuellement faire, puisque la commission vie associative et festivités a comme projet de faire et un Airfit et un City Stade, donc, et on les ferait sur ce terrain-là. Donc, ça faudra plus longuement parler en réunion, en commission vie associative. Donc, on est en train de rétrocéder un terrain de la part de l'intercommunalité pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, on va voter le budget. Le compte administratif a été voté et on va voter le budget primitif, le budgétaire qui sera également donné au prochain conseil communautaire. Je crois que c'est le 6 ou le 7. C'est jeudi prochain. C'est ça. Est-ce que d'autres élus communautaires ou certains veulent s'exprimer concernant l'intercommunalité? Nous, on a juste une commission enfance la semaine prochaine, lundi, voilà. Le groupe pour le travail, oui. Et il y a le groupe de déchets, le groupe de travail sur les déchets qui a repris. Alors, j'ai pas été au dernier parce que j'ai pas eu la convocation, mais ça sera réglé la prochaine fois. Mais voilà, donc ça reprend et tant mieux parce qu'il faut qu'on avance. Et là, on travaille également sur la signalétique avec Jean-François Lovisolo. Et je vous donnerai des détails quand on aura avancé avec les techniciens. Et sur GEMAPI, donc là aussi, on a une réunion. Donc Marc, qui est notre grand spécialiste des cours d'eau, va vous parler. Simplement, on rappelle l'état sur les cours d'orphelins. Donc, les cours d'orphelins, c'est ceux qui n'ont pas de bassin versant, donc c'est les deux nôtres, le Laval et le Marderic. Donc, il y a une mission qui sera confiée au SMAVD pour l'étude des aménagements réalisés pour les mises en sécurité. Ça nous a permis de soulever quelques points sur le Laval. Et puis, on a également le travail avec le SMAVD sur la réfection des digues. On a eu une présentation très intéressante sur l'atlas dynamique des zones inondables qu'on va intégrer dans le PCS. Voilà. Et sur la partie déchets, donc côté élu, il y a à disposition à titre gratuit 7 composteurs individuels, 3 pour le collectif Pot de Banane, 1 pour compléter ce qui a été mis en place par un petit collectif de Félicien David, puisqu'ils en avaient 2, il en faut 3 normalement, et 3 pour la cantine scolaire. Donc les composteurs ont été livrés à l'EHPAD, puisque le collectif Pot de Banane va installer ses composteurs sur un terrain qui appartient à l'EHPAD, avec un projet de citoyenneté, de partage avec les résidents de l'EHPAD et l'évolution vers un petit jardin partagé. Et donc, il y a un accompagnement qui est proposé par Cécile Loiseau qui s'occupe des déchets à côté de nous.
Ok. Et donc, on peut évoquer également qu'on avance sur le projet des dans le ciel. Hein, Marc, voilà, on avance tout doucement. Mais on vous en parlera quand on sera plus précis sur le projet. On est bien avancé avec Robert, avec le président et le bureau d'études de Maître Duval. Je vous rappelle également que le 10 et 24 avril ont lieu les élections présidentielles et en juin il y aura les élections législatives. Donc vous savez que chacun peut contribuer au fonctionnement de ces élections. Et vous avez dû recevoir une notice. Oui, elle est partie par mail. Vous avez la notice un peu comment organiser les élections. Donc c'est plus light au niveau de la crise sanitaire. C'est un peu plus light, même s'il y a encore quelques mesures qui sont mises en place. Hein? Voilà. Oui. Pour les yeux dans le ciel, est-ce qu'on pourrait avoir une restitution à tout le conseil municipal, comme il y avait eu pour l'osier, la restitution de l'étude, pour qu'on soit au courant? Oui, quand on aura plus avancé, on vous donnera l'étude globale, parce que le projet a évolué, il a mûri, il a un peu changé. Oui, concernant le projet de le ciel, c'est qu'il y a eu déjà une première présentation. Une première présentation au conseil municipal il y a déjà un petit peu de temps. Vous savez que c'est des choses qui sont assez complexes et effectivement compliquées, surtout vis-à-vis des instances administratives. Et une grande proposition qui a été faite, c'est passé en commission au niveau des fournisseurs. Ça a tergiversé pendant un certain nombre de temps, puisque les élections qui sont passées par là, et ainsi de suite. Et le projet a été relancé avec d'autres fonds. Et finalement, après relecture et redéfinition, il y a eu un changement un peu d'orientation du projet. Voilà, donc le projet est un petit peu phare, porteur, avec une très très grosse ambition pour la région. Voilà. Une revue effectivement à la baisse pour plein de raisons, voilà, techniques, et surtout vis-à-vis aussi changement de mentalité au niveau des PDT humanistes et ainsi de suite. Donc ça, et une orientation sur un parcours immersif, voilà, c'est un espace muséal qui est la protection de la faune, notamment des rapaces. Donc pour l'instant, c'est en réécriture sur le fond, donc il y a une mise en réseau aussi avec le parc de voilà. Donc c'est pas facile, et c'est vrai qu'annoncer trop de choses à la fois, on a vu que c'était souvent remis en cause, donc il faut reformater, se réadapter et ainsi de suite. Donc quand tout sera bien ficelé, voilà, bien clair pour tout le monde, là effectivement on aura des arguments un peu plus tangibles pour présenter effectivement le projet. Voilà. Et jusqu'à présent, on a lancé des choses, et puis on s'en fout de ces choses, malheureusement il faut faire un petit peu de l'âge, il faut revenir un petit peu à l'arrière. Voilà. Pour X raisons, peut-être que ça changera l'année prochaine. Voilà. Dans tous les cas, tout ce qui a été modifié un petit peu dans l'urgence avec les maîtres du rêve, je pense qu'on a trouvé un accord assez intéressant sur la programmation, voilà, et sur, bien sûr, une démarche touristique raisonnée et raisonnable. Voilà. Donc, on attend encore. Et je pense que ça sera assez élaboré. Et là, par contre, on pourra s'engager. Mais pour l'instant, mais on peut vous présenter avec plaisir. Mais le problème, c'est que ce qu'on va vous annoncer peut-être, ça risque de changer peut-être d'ici quelques temps. Voilà. Parce que là, il y a eu un environnement, quasiment un changement à 180 degrés. Dommage, c'est pour ça. Bon, ben écoutez, je vous remercie. Signé, il n'y a plus de papier à signer. Non, c'est bon. Merci, on va renvoyer peut-être voilà, les petits présentoirs et les dossiers à Isabelle.